il y a eu de nombreuses alertes dans la nuit de dimanche 2 à lundi 3 novembre sur l'intégrité physique d'Issati Roma Bakary. Il y a eu des rumeurs selon lesquelles il avait été enlevé, des rumeurs finalement selon lesquelles il aurait été libéré, ou en tout cas il aurait été arraché des griffes de ses ravisseurs. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui avec Issati Roma Bakary? Vous êtes avocat. Ce qui s'est passé, c'est que hier, il a reçu au lieu de sa résidence une visite de militaires lourdement armés, relativement nombreux, qui sont venus l'extraire de sa résidence. Ils l'ont amené dans un endroit que j'ignore, paraît-il un commissariat de police, ou paraît-il un lieu qui tiendrait lieu de commissariat de police. Il est resté une trentaine de minutes, je ne sais pas combien, autour de ça. Il a déclaré son identité, il s'est présenté comme étant le président élu du Cameroun, a expliqué qu'il n'a aucune raison d'être là où il était. À quelques moments, paraît-il, de tergiversation, ils sont sortis donc de l'endroit où ils étaient réunis, entre leur chef, et ils l'ont remis dans la voiture par laquelle il est venu, toujours avec des militaires lourdement armés, et il est retrouvé dans sa résidence un peu moins d'une heure, je crois. Après cette première opération, que certains vont l'appeler kidnapping, interrogation, rap, on ne sait pas trop ce qui s'est passé, on ne sait pas qui l'a fait, pourquoi ça a été fait, sur quel ordre, quelle recommandation et par quel biais tout cela s'est fait. Il est retourné donc chez lui, il est resté comme toujours, il a tout de suite enregistré un message pour s'adresser évidemment aux Camerounais. C'est un guerrier, donc il se bat, il sait se battre, il continue à se battre. Je ne pense pas que des épiphénomènes de cette nature vont entamer sa détermination qui est très forte. Il l'a prouvé, je crois qu'il le prouvera encore. Est-ce qu'Issati Roma Bakary a une liberté de mouvement? Parce que, en fait, le point trouble de tout cela, c'est que Issati Roma Bakary, parce qu'il a vécu des menaces sur son intégrité physique à sa résidence habituelle à Garoua, ne s'y trouve plus de manière permanente et circule entre le nord du Cameroun et le Nigeria, les zones les plus proches du Cameroun. C'est ce qui s'est passé durant les jours qui ont précédé ce qu'on appelle un épiphénomène. Cet épiphénomène donc s'est déroulé de quel côté de la frontière? Est-ce qu'on sait de quel côté de la frontière ça s'est déroulé? Vous l'avez si bien dit, Issa Bakary Chiroma, Bakary, circule depuis le début de cette crise entre chez lui à Garoua et dans des zones autour. Il rend visite aussi à des proches de l'autre côté de la frontière, qui ne sont pas très loin de tout ça. Et c'est ce qu'il fait depuis le début de cette crise. C'est ce qu'il a fait la semaine dernière et c'est ce qu'il continue de faire. Depuis qu'il est rentré hier, un dispositif militaire, paraît-il, s'est mis autour de sa résidence. Il n'a pas encore bougé depuis hier pour savoir s'il est libre de ses mouvements ou pas, mais enfin, rassurez-vous, il va le faire assez rapidement. A priori, il n'a aucune raison d'être empêché. La chose nouvelle, c'est que là où il se trouve actuellement, beaucoup de militaires sont venus le surveiller. Mais des militaires, il y en a déjà pas mal à Garoua. Il est évidemment assez prudent, sans être ni schizophrénique, ni empêcher en tout cas lui-même sa propre circulation, mais il fait évidemment attention. Vous savez très bien qu'à Garoua, il y a beaucoup de snipers qui sont stationnés sur les toits des maisons autour de chez lui. Est-ce que ça va être la même façon cette fois-ci? C'est ce que nous allons observer dans les heures qui suivent. Il est depuis hier et depuis ce matin assez attentif à l'opération qui se déroule actuellement au Cameroun. C'est d'ailleurs cette journée-ci, journée ville morte. Et je pense que son premier souci est d'abord de rassurer les gens de sa présence, de sa combativité, plutôt que son intégrité physique, à laquelle, bien entendu, il fait attention, ça va de soi. Et sa liberté de mouvement est importante également. Sa liberté de mouvement aussi. Mais nous allons voir ça. On peut dire qu'il a la liberté de mouvement aujourd'hui? On ne peut pas dire qu'il ne l'a pas. On ne peut pas dire, évidemment, encore une fois, il s'est passé ce qui s'est passé hier. Aujourd'hui, à ma connaissance, il n'a pas essayé de bouger, personne ne l'a empêché, lui-même ne l'a pas fait. On va voir dans les prochaines heures s'il y a une volonté de restreindre sa liberté ou pas. Nous allons le voir dans les prochaines heures, on tiendra au courant. Ce que l'opinion publique camerounaise peut redouter, c'est finalement des feux croisés dans cette région frontalière, des feux croisés des armées camerounaises et nigérianes, des arrangements d'État contre finalement la démocratie camerounaise. C'est évident, mais il est bien entendu que ce qu'il peut craindre ou qu'il craint depuis le début, c'est évidemment que des petites combines entre les deux cabinets d'un côté comme de l'autre, le peuple camerounais, la démocratie camerounaise, la volonté du peuple camerounais en soit la principale victime. Mais il se bat, comme il se bat depuis le début. Je pense que le peuple camerounais se battra aussi et que les petites combines de couloir, en général, meurent de la volonté de leurs auteurs. Mais c'est des choses qu'on va voir. Et son intégrité, encore une fois, évidemment, l'intéresse. Et il fait tout parce qu'il incarne aujourd'hui, désormais, la volonté de changement du peuple camerounais. Et donc, il en a absolument conscience et il travaille en conséquence. Cela dit,
Il paraît que les combines de couloirs entre les deux pays sont assez classiques. J'ai du mal à imaginer le Nigeria, qui est une grande démocratie, rentrer aujourd'hui dans des petits arrangements préjudiciables aux intérêts du peuple camerounais et surtout contre la souveraineté du peuple camerounais. J'ai du mal à imaginer ça. Enfin, vous savez, on peut toujours imaginer le pire et malheureusement, il arrive qu'on tombe dedans. Alors, on va évoquer désormais la situation sur le terrain parce qu'il n'est pas anodin que cette opération, cette drôle d'opération, ait eu lieu la veille du lancement des journées villes mortes sur le territoire camerounais. On va essayer de voir comment ça s'est passé. En tout cas, les images qui nous sont revues du Cameroun montrent que le mot d'ordre a été largement suivi dans le pays. Je vais d'abord poser la question à Samuel Bayeka, qui est journaliste pour Montou. Samuel Bayeka, quelle était la situation aujourd'hui à Yaoundé? Yaoundé qui est la capitale politique du Cameroun, qui est une ville qui a toujours été légitimiste, dont le vote a pu surprendre parce qu'il était moins légitimiste qu'habituellement. Qu'est-ce qu'on peut dire de la situation des journées villes mortes à Yaoundé aujourd'hui? Bon après-midi Théophile, c'est une ambiance peu dynamique qui régnait ce lundi matin à Yaoundé avec un centre-ville privé de l'effervescence habituelle des jours ouvrables. Une situation qui perdure d'ailleurs depuis plusieurs jours déjà. La capitale, fortement militarisée, notamment dans les zones les plus fréquentées, présentait un visage pas très enjoué. On aurait pu croire que la pluie qui s'est abattue dans la matinée expliquait la fermeture de nombreuses enseignes et commerces. Mais non, jusqu'à la mi-journée encore, la plupart des échanges, boutiques et même certaines stations-service demeuraient fermées dans certains quartiers. Et la crainte qui semble avoir gagné les cœurs de nombreux commerçants, d'autres bien que restés ouverts, n'hésitaient pas à exprimer leur inquiétude. Nous leur avons posé la question. Justement, ils exprimaient leur inquiétude face à la tension perceptible et plane sur la ville qui ne s'existe pas, malheureusement, mais on sent quand même dans les regards cette peur ou alors cette méfiance, il faut le dire. Et dans les établissements scolaires, en revanche, tout semble fonctionner normalement, sans perturbation apparente. Dans les villes, en revanche, également, on a des regards qui restent lourds et méfiants, comme je le disais, des habitants qui tentent, tant bien que mal, de vaquer à leurs occupations, tout en essayant de faire confiance aux institutions, qui d'ailleurs continuent de rassurer sur la sécurité des personnes et des biens. Alors donc, à Yaoundé, les élèves sont allés à l'école, mais on va dire que c'est plutôt du côté des commerces que ça a été compliqué. Les commerçants ont manifestement obéi au mot d'ordre de ville morte dans certains quartiers. Est-ce qu'il y a des quartiers qui ont été plus prompts à obéir à ce mot d'ordre que d'autres à Yaoundé? Alors, on ne sait véritablement pas de si c'est en obéissance justement à ce mot d'ordre-là, ou alors c'est par peur. Comme je le disais, les regards restent lourds et méfiants. Ce qu'il faut savoir, c'est que depuis plusieurs jours, les commerces peinent à ouvrir, c'est-à-dire que à partir de 15h généralement, on va voir un commerce qui habituellement ouvre à 9h, à 8h, ouvrir donc à 15h là. Et il y a ce changement-là qui est perceptible. Et de plus en plus, on a des commerces qui n'ouvrent pratiquement pas. C'est le cas. J'ai posé la question à certaines personnes qui me disent qui m'ont clairement révélé que tant que la situation ne sera pas calmée, elles ne veulent pas prendre de risques. Et j'ai rencontré également des responsables de stations-service qui ont passé pratiquement toute la semaine et n'ont ouvert que le week-end. Donc justement par peur. Donc on me pose également la question si justement c'est en respect de ce mot d'ordre de ville morte ou alors